Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict dans l'affaire Bukanga Lonzo. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de 156 millions de dollars américains. Ses biens sont confisqués, tout comme ceux de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, également condamné à 5 ans de prison. Puis le gouvernement intensifie ses efforts pour la régulation des trafics routiers. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a réuni ce lundi plusieurs acteurs clés, dont le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, et des représentants du secteur du transport, afin de définir des mesures concrètes pour fluidifier la circulation sur la route nationale numéro 1 et dans la capitale congolaise, Kinshasa. Vous êtes sur Ecofin Télévision et vous avez bien fait de nous choisir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande édition du journal. Et comme annoncé au sommaire, le verdict tant attendu sur le procès impliquant l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accusé des détournements de fonds destinés au parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, a été rendu ce mardi 20 mai 2025. La Cour constitutionnelle, dont l'arrêt est irrévocable, a condamné des 10 ans de travaux forcés et confiscation de biens au prorata de la somme détournée des 156 millions de dollars américains. L'ancien Premier ministre, 5 ans de prison ont été respectivement requis à Christos Stéphanus Grobler, responsable de la firme Africom, et Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le bien de ces derniers sont également confisqués. Écoutez. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Grobler Christos Stéphanus ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Grobler Christos Stéphanus et 89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Vous l'avez également suivi dans la vitrine de ces journaux, le vice-premier ministre en charge du transport, voie des communications et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a tenu le lundi 19 mai une réunion de réflexion sur l'organisation du système de transport élargie au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Cette rencontre, incluant notamment les représentants de la Fédération des entreprises du Congo, de l'intersyndicale du transport, de la Commission nationale de prévention routière et de la police nationale congolaise, avait pour objectif de définir des mesures concrètes pour améliorer la circulation
sur la route nationale numéro 1, ainsi que dans les zones urbaines de Kinshasa et de la province voisine du Congo central. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu bien aussi bien sur pour la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur terrain. Et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la FEC qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là. Et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est entaché à ces secteurs. Direction le ministère du Plan, où le vice-premier ministre Guilain Nyembo a échangé lundi 19 mai avec l'ambassadeur de Chine accrédité en RDC, Zhao Bin, autour du partenariat économique entre les deux pays, principalement la mobilisation du monde des affaires chinois autour des opportunités économiques qu'offre la République démocratique du Congo. Cette démarche portée par Guilain Nyembo s'inscrit dans le cadre du plan national stratégique des développements justement 2024-2028 qui fait de l'investissement privé national comme international un levier clé pour accélérer la transformation structurelle de l'économie congolaise. Écoutez. Le vice-premier ministre Guilain Nyembo a échangé le lundi 19 mai 2025 avec l'ambassadeur de la Chine accrédité en RDC, Zhao Bin, autour du partenariat économique entre les deux pays, principalement la mobilisation du monde des affaires chinois autour des opportunités économiques qu'offre la République démocratique du Congo. Les échanges avec M. le vice-premier ministre, ministre du Plan, portent surtout sur une meilleure sensibilisation de l'environnement d'affaires au Congo aux hommes d'affaires chinois. Nous avons pris la décision de mieux coordonner, concerter nos efforts pour mieux faire connaître aux hommes d'affaires chinois les politiques incitatives en cours définies par le gouvernement congolais pour attirer davantage d'investissements chinois dans tous les domaines d'activité économique, que ce soit agricole, industriel, minière et ainsi de suite. Notons que cette démarche, portée par Guilain Nyembo, s'inscrit dans le cadre du plan national stratégique de développement 2024-2028 qui fait de l'investissement privé un levier clé pour accélérer la transformation structurelle de l'économie congolaise. Et puis l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, et le club bâtiments et travaux publics, chambre de métier et de l'artisanat, ont signé le week-end dernier un protocole d'accord de collaboration en vue de permettre à la main-d'œuvre et à l'expertise congolaise de saisir les opportunités de marché qui se profilent à l'horizon. C'est là à travers plusieurs grands projets de développement économique de la RDC, déjà impulsés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. À la suite de plusieurs séances de travail et en réunis autour d'une même table, les experts cadres de la RSP, les animateurs du club BTP CMA, aujourd'hui dans ce mini-cadre de Hilton Hotel, se déroule une sobre cérémonie de signature du protocole d'accord de collaboration entre les deux structures. En présence du ministre de la formation professionnelle Marc Ekila, du représentant du ministre de l'Industrie et PME et plusieurs autorités, le directeur général de la RSP, Miguel Cachal-Katimbe, a mentionné dans son mot de circonstance que cette union avec le club BTP et CMA revêt un caractère ambitieux, celui de l'appropriation de gros projets de développement économique de la RDC. Les objectifs poursuivis par ces partenariats stratégiques se résument de la manière suivante. Faciliter l'intégration effective des entreprises congolaises dans le marché des sous-traitances
du secteur des bâtiments et travaux publics, renforcer les capacités techniques, managériales et opérationnelles des dites entreprises à travers leur participation accrue aux grands projets d'envergure nationale. Le président du club bâtiments et travaux publics, chambre de métiers et de l'artisanat, a pour sa part salué cet aboutissement heureux de collaboration qui en réalité balise la route en faveur des entrepreneurs congolais. Le partenariat que nous scellons aujourd'hui entre le club BTP et CMA, l'ARSP et nos partenaires du secteur privé tels que DGC Africa et Camo Copper illustre l'efficacité d'une collaboration publique-privée centrée sur le capital humain. Comme le rappelle son Excellence le Président de la République, il est temps de créer une véritable classe moyenne congolaise. C'est à cette noble ambition que nous consacrons nos efforts. J'invite solennellement toutes les forces vives de la nation, entreprises, institutions, partenaires, à se joindre à nous dans ce projet structurant. Ensemble, construisons un avenir où les Congolais formés et qualifiés façonneront leur pays avec excellence. Après la lecture du procès verbal sanctionnant les travaux préparatoires, est venu le moment solennel de la signature conjointe de ce protocole d'accord. Encore une fois, vos applaudissements. En toute convivialité, cette brève cérémonie s'est ponctuée par un cocktail. Participant au congrès annuel de cobalt au Singapour, le cadastre minier Camille, porte d'entrée du secteur minier en République démocratique du Congo, a été au centre des discussions. Son directeur général Popol Mabolia, ayant pris part à un panel en marge du dit congrès le lundi 19 mai, a salué et présenté les avancées significatives de son service, notamment dans la digitalisation des titres et carrés miniers. Fulgence Milaï pour le détail. Au cours de ces panels organisés en marge de la 8e édition du congrès annuel du cobalt, Popol Mabolia, le directeur général du cadastre minier, a rappelé que cette modernisation reflète une volonté d'intégrer pleinement l'innovation technologique dans la gestion des ressources minières en vue d'améliorer la transparence, l'efficacité et la traçabilité. Une dynamique qui vise aussi à consolider la position stratégique de la RDC dans l'économie mondiale du cobalt, un minerai clé pour la transition énergétique. Il a de plus expliqué l'accent important sur la formation des agents aux nouvelles technologies. Pour ces derniers, la gestion du cadastre minier est informatisée avec à la clé des nouvelles techniques de détection et autres, avant d'ajouter les devoirs qui consistent à former des équipes afin qu'elles aient des meilleures informations une fois sur le terrain lors de la distribution aux carrés miniers. Soulignant l'importance du cobalt, Popol Mabolia a lancé un appel aux investisseurs, les invitant à passer impérativement par la Camille avant d'accéder aux ressources minières du pays. En RDC, selon ces derniers, il y a 70% des réserves mondiales du cobalt. Il est important qu'il y ait une bonne gestion du cadastre, a-t-il soutenu. Le directeur général du cadastre minier a également profité de cette tribune internationale pour réaffirmer son engagement à structurer un marché du cobalt plus équitable, durable et bénéfique pour le développement de la RDC. Durant 2 jours, les parties prenantes du forum ont débattu des principaux défis de la filière, à savoir l'éthique dans les chaînes de valeur, l'impact environnemental et la collaboration entre pays producteurs et utilisateurs. Sachez également que la balance provisoire de biens de la République démocratique du Congo s'est soldée par un excédent de 1,2 milliard de dollars américains en mars dernier, une situation qui résulte, entre autres, de la hausse de cours de produits miniers dans le cuivre. C'est ce qui renseigne en tout cas la note de conjoncture économique au 9 mai. À travers ces documents, la Banque centrale du Congo fait également mention de la régression des dépôts de la clientèle au niveau des banques. Les précisions avec Igor Biwaka. Dans les faits, les exportations ont accru de 1,58% et il s'est observé une baisse des importations à hauteur de 4,90% par rapport au mois de mars de l'année précédente. Nonobstant la situation, la balance provisoire des biens à la période de cette analyse s'est soldée par un excédent de 1,211 milliard de dollars américains. Cette performance, obtenue à la suite de la différence de la valeur des importations et des exportations, résulte, d'après la Banque centrale du Congo,
à travers sa note hebdomadaire des conjonctures économiques de la hausse des cours des produits miniers, dont principalement le cuivre. D'après les données officielles de la cellule technique de coordination et planification minière, la République démocratique du Congo a exporté en 2024 plus de 3 millions de tonnes de cuivre, un record historique faisant d'elle le deuxième exportateur mondial de ces minéraux. Si, dans le marché international, le pays a affiché bonne impression, cette dynamique ne se maintient malheureusement pas dans l'activité bancaire. En effet, selon le même document de la BCC, les dépôts de la clientèle dans des banques ont enregistré une régression mensuelle de 0,25%, soit située à 13 milliards 651 millions de dollars américains à fin mars 2025. Cette situation fait suite notamment à la baisse des dépôts des entreprises publiques, des petites et moyennes entreprises, ainsi que des institutions semblent lucratives au service des ménages. Malgré la large domination des dépôts en devises étrangères représentant 90% du total des échanges, au cours de la période sous-analyse, celles-ci ont reculé de 1,2%, alors que celles en monnaie nationale ont progressé de 9,2%. Parmi les réformes exigées lors des États généraux des entreprises du portefeuille, en décembre 2024, à Kinshasa, figurait l'indépendance de structures de gouvernance, c'est-à-dire les conseils d'administration et la direction générale, et la transparence dans la gestion, question de rendre dynamiques ces entreprises, des recommandations qui ne relèvent que de la volonté politique, mais qui, jusque-là, ne sont pas mises en œuvre. Qu'est-ce qui bloque? La réponse avec Tony-Antoine Dibendila. Le 25 février 2025, 2 mois après le fameux état généraux de tous les espoirs, les entreprises du portefeuille s'y réunissent, mais cette fois-ci pour une autre cause. Remettre au ministre d'État en charge du portefeuille un chèque de 25 millions de dollars réuni en moins d'un mois pour l'effort de guerre. Un geste louable et de bonne foi répondant à l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui s'exprimait fin janvier de l'année en cours après l'entrée dans la ville de Goma de la milice M23 et de l'armée rwandaise. Dans un contexte d'inquiétude sécuritaire nationale, les gestes philanthropes est passé comme une lettre à la poste. Faut-il souligner qu'en parallèle de cette enveloppe, d'autres biens en nature, dont 2400 m3 de gasoil, 1400 m3 d'essence et de la logistique, ont été mobilisés et remis le même jour. Cependant, il se détache un contraste à la lumière de la radioscopie faite lors des travaux des derniers états généraux. Il est apparu que les entreprises du portefeuille sont pratiquement affaiblies, incapables d'être financièrement autonomes et de participer au développement économique du pays. D'ailleurs, lors d'une de ses dernières apparitions médiatiques, l'ex-ministre de Finances Nicolas Kazadi avait affirmé que ces entreprises ne font quasiment plus de bénéfices. Comment peut-on alors expliquer une mobilisation financière et matérielle aussi importante et rapide, et surtout l'appel à mobiliser les fonds lancé à l'occasion par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, qui pourtant est le mieux placé pour connaître l'état réel de ces entreprises, les chiffres officiels des états financiers présentés par ces entreprises, pour se décrire comme en état comateux, sont-ils sincères ou cachent-ils la réalité? En 2021, l'Inspection générale des finances avait saisi avec succès les conseils d'État pour faire annuler les avantages financiers exorbitants allant parfois jusqu'à 100 000 $ le mois que s'accordaient certains mandataires de ces entreprises publiques, alors que ces dernières n'étaient pas productives. Encore une fois, d'où sortent ces fonds importants que les mandataires s'accordent eux-mêmes? D'ailleurs, lors du Conseil des ministres du 9 mai dernier, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a déploré des anomalies significatives dans les états financiers de l'exercice 2024 et des incohérences majeures constatées lors des assemblées générales ordinaires de quelques entreprises publiques, mettant en cause la fiabilité des bilans et des résultats présentés. Une observation qui décrit parfaitement l'opacité qui règne dans la gouvernance des entités publiques. De ces faits, tout porte à croire que les mandataires connaissent la vérité, car désignés et placés à la tête de ces entreprises et établissements grâce au conciliabule politique. Une situation qui appelle
à l'allégeance aux mentors politiques à la base de ces nominations et qui doivent bénéficier obligatoirement des retombées financières ou matérielles. Dans un tel contexte, la transparence dans la gestion ou la mise en place des gestionnaires indépendants et qui n'ont de compte à rendre qu'à l'État congolais devient des utopies car le mafia politique ne pourrait que l'emporter. Parlons des syndicats à présent. Les travaux de construction du bâtiment du siège provincial du syndicat national de médecins Sinamed Congo Central ont été lancés lundi dernier avec la pose de la première pierre par le gouverneur de province du Congo Central, Grace Bilolo. Le secrétaire général du Sinamed, Dr John Tsenga, a, dans son mot de circonstance, salué l'implication du gouverneur de province. Petit Enfoumou en parle dans ses commentaires. Sur une superficie de 1500 mètres carrés, acquis sur fonds propres, un bâtiment de 5 niveaux avec plusieurs compartiments est attendu et la durée prévue pour le travaux est de 12 mois. La matérialisation de cette vision est une réponse à la recommandation du Congrès national de 2022 tenu à Kinshasa, la capitale congolaise. Un motif de fierté pour le Dr Tsenga, secrétaire général du Sinamed, qui a salué l'attachement du gouvernement au projet de développement. Au nom du bureau national que je conduis, ainsi qu'au nom de l'ensemble des médecins adhérents au syndicat national de médecins, je tiens sincèrement à remercier du plus profond de mon cœur le gouverneur de province, son Excellence M. Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, pour l'honneur qu'il fait à la corporation médicale de la province. Votre présence en ces lieux nous honore énormément. Toujours au cours de cette cérémonie, le docteur Yoba a circonscrit l'événement dont l'objectif est de doter le siège provincial d'un édifice et capable de générer de revenus, avant que le gouverneur fasse la pose de la première pierre. Cet événement a connu la présence de membres du gouvernement provincial et partenaires, mais aussi de médecins de cette structure syndicale. De retour ici à Kinshasa, l'opération de démolition des constructions anarchiques se poursuit à Kinshasa justement. Cette fois-ci, ce sont les parcelles construites le long de la rivière Mapenza dans la commune de Ngalema, à l'ouest de la capitale congolaise, qui ont été visées. Plusieurs maisons d'habitation et une partie d'un centre d'hôpital ont été démolies. Une opération qui divise l'opinion publique. Le détail en images et commentaires. La ville de Kinshasa poursuit son opération de démolition des constructions anarchiques. Ce dernier jour, plusieurs maisons d'habitation et bâtiments résidentiels ont été ciblés le long de la rivière Mapenza, ici dans la commune de Ngaliema. Ces édifices, construits aux abords de la rivière, rétrécissant celle-ci, étaient désignés comme une des raisons des inondations dans cette partie de la ville. Ces riverains saluent l'opération et la jugent positive compte tenu du non-respect observé des normes urbaniques. Nous félicitons cette action du gouvernement car toutes ces constructions anarchiques bloquaient la circulation des eaux usées dans les caniveaux, ce qui a entraîné les inondations que nous avons subies lors de précédentes pluies et nous a rendu la vie difficile. Les routes étaient presque impraticables. Je tiens à sensibiliser les Kinois à ne surtout pas construire sur des espaces qui ne respectent pas les normes urbaines. Toutes les maisons qui ont été détruites ici empêchaient la circulation des eaux usées. Bien que cela puisse être douloureux, il est nécessaire de rétablir l'ordre afin d'éviter de nouvelles inondations. Tandis que cette victime déplore la situation. J'étais parmi les personnes qui louaient un logement dans l'un de ces immeubles. J'avoue que je n'ai pas été prévenu de la démolition. À présent, je n'ai plus de logement. J'espère simplement que l'État pourrait nous aider à obtenir une indemnisation. Cette opération de démolition a été décidée au Conseil de ministres du gouvernement central à la suite des dernières inondations meurtrières enregistrées à Kinshasa après des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville en avril dernier. Direction le Lualaba, de passage à Kolwezi, chef-lieu de la province. La présentatrice et productrice d'émissions sur Canal+, Déborah Moutound Kanam, a rendu lundi 19 mai une visite de courtoisie à la ministre provinciale de l'économie, Lydia Kapapa,
Après un entretien d'une demi-heure, Déborah Moutonde, native du Lualaba, a salué la transformation infrastructurelle de la province du Lualaba grâce au leadership performant de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Je suis communicante et aujourd'hui je suis venue simplement en tant qu'enfant du Lualaba saluer nos autorités. J'ai été touchée et très marquée par l'empreinte du leadership féminin que je vois ici. Voir qu'il y a un travail aussi qualitatif qui se passe chez moi et qui soit exécuté par des femmes. Là, je suis même interviewée par des femmes. Il y a de belles choses qui se passent et je suis très très heureuse d'être là. Donc je suis née à Kolwezi et je n'y ai jamais malheureusement remis les pieds. C'est vrai que j'ai visité Lubumbashi où j'ai été souvent, Kinshasa où je suis aussi très souvent. Et c'est la première fois que je vois des bâtisses aussi belles, aussi propres, à l'image de la grandeur et de la beauté qu'est notre pays. Donc je suis très impressionnée, très touchée et cela suscite évidemment une grande envie en moi de participer à cette belle construction, à bâtir notre belle province. Mesdames, Messieurs, place à présent à la lecture de tabloïd paru ces jours dans une sélection de Betty Tanfoumbok. De passeport du ministère des Affaires étrangères a d'ailleurs, d'après le journal, confirmé l'interdiction de délivrer de passeports aux personnes résidant dans les zones occupées par le M23. Pour cause Et si vous nous avez pris diffusion en cours, voici donc le rappel de principaux titres de ces journaux. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict dans l'affaire Bukanga Londo. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de 156 millions de dollars américains. Ses biens sont confisqués, tout comme ceux de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, également condamné à 5 ans de prison. Puis le gouvernement intensifie ses efforts pour la régulation des trafics routiers. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a réuni ce lundi plusieurs acteurs clés, dont le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, et des représentants du secteur du transport, afin de définir des mesures concrètes pour fluidifier la circulation sur la route nationale numéro 1 et dans la capitale congolaise, Kinshasa. C'est la fin complète de cette session d'information. Merci à ceux qui nous suivent depuis Matadi, dans le Congo central et partout à travers la RDC. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.